de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1980, Jean Montalbetti consacrait une série en 3 volets de Un homme, une ville à Louis-Ferdinand Céline, et c'était alors Philippe Solers qui guidait l'auditeur sur les traces de Céline, successivement à Paris, Copenhague et Meudon. Solers et Céline, l'histoire est ancienne. Depuis la découverte de ses romans à 20 ans, le Bordelais lit et admire sans en démordre l'œuvre du docteur Destouches, écrivain génial, central et essentiel pour lui. Même après mes engagements extrémistes, écrit Solers dans l'avant-propos de son Céline de 2009, et malgré la réputation d'homme de droite infréquentable de Céline, alors que son biologisme, c'est ainsi qu'il faudrait définir son racisme, me paraissait en total désaccord avec son génie d'écrivain, j'ai persisté à l'admirer avec constance. On peut dire aussi, et c'est à peine une plaisanterie, que pour le maoïste que j'étais, il y avait beaucoup de Chine dans Rigaudon. Suivre Solers donc, ici et là, à la recherche de Céline, pour mieux comprendre peut-être le fondement d'une adulation souvent jugée coupable. Dans ce premier volet, c'est à Paris, en compagnie de René Héron de Villefosse, historien de Paris et ami de Céline, et de Dominique Rollin, qui fut proche de Robert de Noël, éditeur du Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit, de Guignol's Band, et aussi des pamphlets antisémites. Les textes sont lus par Michel Vitold. Bonjour, Jean Montalbetti et l'équipe des après-midi de France Culture souhaitent à toutes et à tous une très bonne journée en ce vendredi 4 juillet que nous passons ensemble jusqu'à 16h en compagnie de Robert Altabert et Olivier Berotte pour la collaboration technique d'un programme réalisé par Christine Bernard-Sugy. Dans quelques instants, nous vous proposons une nouvelle rencontre dans le cadre d'Un homme, une ville, une rencontre avec l'écrivain Louis-Ferdinand Céline après celle de Dostoïevski, de Proust, de Joyce, de Kafka, de Camus. C'est Philippe Solers qui, pour 3 semaines, sera notre médiateur à la recherche de Céline au cours de 3 itinéraires. Clichy, le passage Choiseul, Montmartre pour le premier, celui d'aujourd'hui, l'exil au Danemark vendredi prochain et le 18 juillet, le vendredi suivant, les 10 dernières années à Meudon. Nous tenterons non seulement de retrouver les lieux où a vécu Céline, car ces lieux révèlent parfois et expliquent peut-être une part de la psychologie du personnage Céline et permettent de retrouver le cadre de l'œuvre, mais nous essaierons aussi de montrer l'originalité, la dimension de l'écrivain qui se dresse avec la seule arme du langage au milieu des décombres et des charniers du siècle dont il est peut-être le seul à être parvenu à exprimer toute la démesure. Donc de 14h50 à 16h, Un homme, une ville, Céline à Paris. Après cette émission, à partir de 16h, nous attendons vos réactions au 524 19 19 que vous pouvez appeler chaque après-midi de 14h30 à 18h. Il y a aussi des bibliographies à votre disposition et nous aimerions savoir quels sont ceux parmi vous qui désirent acquérir des cassettes de cette nouvelle série sur Céline à Paris et à Copenhague. Vous pouvez donc nous appeler en PCV pour ceux qui ne sont pas en région parisienne au 524 19 19 ou bien vous nous écrivez aux après-midi de France Culture, Maison de Radio France, 75 786, Paris, Cédec 16. Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense. Oui, et personne ne m'empêchera de parler. Un homme, une ville. Céline, à Paris avec Philippe Solers, par Jean Montalbetti et Christine Bernard-Sugy. Première émission, Ferdinand, le démystificateur. Quand ça serait par courtoisie, laissez entrer. Il avance actuellement vers la salle.
où il va donner les résultats. C'est une bousculade insensée et il est horriblement difficile de le voir arriver car autour de nous, nous avons les photographes qui reculent pour lui laisser la place. J'ai à côté de moi d'ailleurs Monsieur Gaston Picard qui tout à l'heure doit proclamer les résultats du Renaudot. La critique dépaissera mon œuvre, aucune importance. Elle fera le silence, encore moins. Ah, vous entendez sans doute le grand murmure qui se fait autour de nous. Voilà le silence. Aujourd'hui, 100e anniversaire du journal des Goncourt, notre académie a décerné son 49e... C'est la haine que je flotte. Que les flots de haine fassent bruit ou non, vogue ma nef. Le principal que ça jette. Le prix Théophraste Renaudot a été attribué au 15e... Il est à lire en camisole, fléau public, dénonçons-le. Je finirai d'abord. Allez, ça suffit maintenant. Ça va? Ouais. Vous lisez, je lis? Non, allez-y. Bon, d'accord. Je vais préciser simplement celle de l'avenue de Clichy, nous sommes. Oui. Là, quand vous faites une petite pause, là, après Avenue est longue. On y va? Oui. Tout au bout. C'est la statue du maréchal. Non, attendez. Ah non. Commencez à l'avenue est longue. Ah, l'avenue est longue. L'avenue de Clichy où nous sommes. L'avenue de Clichy, c'est ça. Tout au bout. C'est la statue du maréchal Moncey. Il défend toujours la place Clichy depuis 1816. Enfin, Céline vint. C'est en ces termes qu'il situe son irruption dans le siècle. Doublement révolutionnaire par un dynamitage du langage et une subversion des valeurs de la société française de l'entre-deux-guerres. Il fait peur, on croit le récupérer à gauche, mais l'anarchiste libertaire fait son mea culpa, retour de Moscou. Il a dès lors tout le monde contre lui et son délire lyrique va endosser frénétiquement les thèses nazies du complot juif mondial. Céline poursuivra le voyage jusqu'au bout de l'horreur. Fallait-il fusiller Céline plutôt que Robert Brasillac? À l'heure de l'épuration, il était en fuite dans l'Allemagne en ruine vers un Danemark un peu mythique où il croyait trouver le salut. Ce fut une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui, 20 ans après sa mort, peut-on tout dire sur Louis-Ferdinand Céline? Ce mélange explosif de haine et de compassion, ce défi à l'humanité entière, ces prophéties de fin du monde dans le vertige de l'autodestruction. Finalement, Céline fut-il diable ou martyr? C'est le parti que nous avons pris, je veux dire celui de tout dire, même le plus ignoble, en restituant la violence sanguinaire des pamphlets, parce que Céline écrivain est indivisible. Non seulement le romancier du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, mais également le pamphlétaire de Bagatelle pour un massacre et des Beaux draps, et le chroniqueur d'Un château l'autre, de Nord, de Rigaudon. Après tout, même dans l'horreur, son génie d'écrivain a peut-être réussi à donner toute la dimension du siècle. Ces trois itinéraires qui le relient à ses racines profondes, Clichy, Montmartre, Meudon, et puis la fuite sur les bords de la Baltique, voudraient restituer justement un peu de l'errance célinienne. Philippe Solers vient de loin à sa rencontre. Après 20 ans de recherche sur l'écriture et quelques détours idéologiques du côté de Marx, de Freud, de Mao, ému, je crois, par le vieillard fou possédé par ses visions d'apocalypse, dont il rêve peut-être de renouveler l'exploit. On ne peut plus écrire aujourd'hui comme avant Céline, il fait dater tout ce qu'il précède. Céline a pris une dimension mondiale, plus que cela, une dimension mythique. Mais il reste profondément lié à Paris. Nous ne perdrons jamais de vue ces deux pôles pour tenter de lui arracher d'un Céline l'autre un peu de son secret. Elle redevient la République. Enfin, c'est un va-et-vient. Voilà, alors, le maréchal Moncey a un geste tout à fait impérieux du bras gauche et du bras droit, il a le sabre au clair. Le maréchal Moncey, n'est-ce pas, est censé chasser les Russes, ce qui, évidemment, n'est pas si mal, après tout. Ça pourrait être d'actualité encore aujourd'hui. Malheureusement, oui, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Mais alors, il a le sabre quand même bas. Ça n'est pas comme le maréchal Ney, vous avez vu, près de la closerie des Lilas, ou alors le maréchal Ney, lui, a le sabre au clair, en haut. Et il est aussi en Russie, lui. Hein. Alors voilà, c'est très laid, c'est absolument effrayant de massivité, mais évidemment, tout le monde tourne autour sans voir, bien sûr, bien sûr.
Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même, que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Grand changement, qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé, en vérité. Ils continuent à s'admirer, et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fiers, alors, d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Philippe Solers, pour nous aussi, ça débute comme ça, cette évocation de Céline, place Clichy, au café Vlepler, devant la statue du maréchal Moncey, que d'ailleurs Céline évoque plus loin dans Le Voyage au bout de la nuit. Ça a débuté aussi comme ça pour Céline en novembre 1932. Quel a été le choc de l'apparition de cette nouvelle constellation dans un ciel littéraire plutôt traditionnel? Oui, ça je crois que tout le monde l'a compris tout de suite. Ça a été une explosion tout à fait importante. C'est-à-dire que, vous savez que rien n'a changé, comme le dit Céline tout de suite d'ailleurs. Rien n'a changé, c'est toujours le même académisme, et le ronron académique, littéraire, tel qu'il est organisé par les jurys, les institutions, les prix. D'ailleurs, il y a tout de suite des histoires autour du prix Goncourt, du prix Renaudot. C'est immédiatement le livre qui va avoir ou ne pas avoir un prix littéraire. Et alors, il n'a pas le prix Goncourt parce que les jurés reviennent sur leur vote, etc. Donc, d'entrée de jeu, c'est une explosion. Une explosion considérable qui va influencer tout le monde. Et d'ailleurs, Céline, très précisément, a toujours dit que finalement, toute sa vie avait été déterminée par la publication du Voyage au bout de la nuit. C'est un moment extrêmement important. Dans la préface qu'il a rédigée pour la réimpression du Voyage au bout de la nuit, il le dit d'une façon extrêmement violente. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on lui a reproché par la suite, ses pamphlets, son engagement, si on peut parler d'engagement politique, en tout cas son racisme, son antisémitisme, etc., toute cette espèce de passion bizarre qui va l'emporter pendant un certain temps et lui faire connaître à la fois l'exil et la répression et l'exclusion nationale, il dit que finalement, ça n'est pas ça qui est important, mais le Voyage au bout de la nuit. Le seul livre méchant que j'ai jamais écrit, c'est Le Voyage au bout de la nuit. Et il a eu l'impression ensuite qu'on lui en voulait à cause du voyage. Voilà, c'était pas à cause de ses pamphlets, mais c'était à cause du voyage. Il dit que finalement c'est une question de pétard de mystique. C'est un règlement de compte entre lui tout seul d'un côté, et eux entre guillemets. Entre lui et l'espèce humaine en somme. C'est assez curieux, ça me fait penser à un mot de Kafka à peu près équivalent qui dit « moi je suis seul et eux ils sont tous ». On peut se demander quelle est la nature profondément subversive du voyage. Alors d'abord, celle qui saute aux yeux dans la première partie du voyage, c'est que c'est le premier roman, le premier grand roman démystificateur de la guerre, de la Grande Guerre. Lorsque il paraît en 1932, il y a eu auparavant tous les grands écrivains de l'entre-deux-guerres, de la Première Guerre mondiale, qui ont écrit sur la guerre. Je ne parle pas seulement du feu de Barbus ou des croix de bois de Roland d'Orgelès qui ont marqué la période de la fin de la guerre et de l'immédiate après-guerre, mais je pense également à une génération plus jeune qui sont les contemporains de Céline, à des gens comme Monterland qui publie Le Songe en 1922, roman de nostalgie de la guerre, comme Drieux-La Rochelle, comme Drieux-La Rochelle, par exemple avec la comédie de Charleroi, avec les 6 nouvelles de la comédie de Charleroi sur une guerre héroïque. Et alors lui, qui a fait la guerre, comme Monterland et comme Drieux, et même qui a été un héros de la guerre, puisque il a été grièvement blessé, il a eu la couverture de l'Illustré National, il a été cité à l'ordre de la division, ensuite il a été décoré de la Croix de guerre par Joffre, donc il est vraiment le héros de cette grande guerre, et en fait,
son Bardamu est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il est le premier à avouer sa peur et sa haine de la guerre. Sa peur, sa haine de la guerre et surtout le côté dérisoire de tout ça. Parce que voilà un héros qui ne fait jamais l'apologie de son héroïsme et qui se décrit toujours, Bardamu, comme un con. Le mot est prononcé tout le temps. Comme un con qui a été entraîné dans tout ça, à la fois par sa connerie et par la connerie universelle, qui rentre dans la connerie universelle. Alors, le voyage au bout de la nuit, c'est un scandale immédiat. Pourquoi? Parce que ça fait trou, non seulement dans l'académisme, formellement, c'est-à-dire cette petite phrase courte, ramassée, triviale aussi, c'est-à-dire l'élément populaire. C'est le contraire du discours ronflant académique pour Académie française, à la Monterland ou même à la Drieu-La Rochelle. Tout ça est très académique. D'ailleurs, vous voyez les gens qui se sont mêlés un petit peu dans cette affaire de l'extrême droite ou du fascisme français, enfin qui ont fait du bord à bord avec le nazisme. Finalement, Céline les gêne toujours. Pourquoi? Parce que finalement, il fait trou dans leur représentation, c'est-à-dire leur habillage académique, leur buste à patte, comme disait Céline de Monterland. Buste à patte. Voilà, tout ça, c'est les bustes de l'académisme. Alors, il y a ça. Il y a ensuite, évidemment, le trou dans la représentation bien pensante de la guerre et de la nation. C'est un défi ouvert à la nation française et à travers la nation française à toute l'humanité qui est conçue comme une connerie, un tourbillon, une histoire pleine de bruit, de fureur et ne signifiant rien, comme dit Shakespeare. C'est au fond le premier grand roman de l'absurde. Ce qui n'exclut pas la compassion aussi chez lui. Alors, ça c'est tout à fait... Pour un certain nombre de personnages. Mais oui, alors justement, pourquoi est-ce que c'est une position mystique? Il le dit souvent ça, il a horreur de toutes les religions, il a horreur de toutes les philosophies, mais il y a une sorte de sentiment mystique. Le sentiment mystique vient, en effet, comme vous dites si bien, de la compassion. De toute façon, il n'y a pas de grande œuvre d'art sans compassion, même sans être aristotélicien, on sait ça, la pitié. Bon, mais ça lui vient aussi, et je crois que c'est ça le coup du voyage tout de suite, ça lui vient aussi de quelque chose qu'il faut dire, c'est-à-dire son activité de médecin. C'est la première fois que la littérature se donne comme, disons, ouvertement médicale, c'est-à-dire comme un diagnostic physiologique. On a parlé de gens comme Monterland, comme Drieu-La Rochelle, effectivement, qui ont écrit sur la Grande Guerre, mais il y a également un écrivain qui domine toute cette première période et dont l'œuvre d'ailleurs continue à apparaître après sa mort jusqu'au début des années 30, c'est Proust. Or Céline est l'anti-Proust. Et pourtant, peut-être le génie le plus novateur, probablement, avec Proust de ce siècle, de cette première moitié de siècle. Vous remarquez qu'il est très prudent lui-même avec Proust et qu'au fond, il reconnaît probablement le génie de Proust et qu'il se rend compte très bien qu'en effet, c'est Proust qui fait date. Bon. Mais je dirais, enfin, sans que personne, je crois, puisse contredire cette opinion, que Proust va jusqu'à la révélation de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment l'écrivain qui clôt tout le style antérieur. Et que la phrase de Proust, c'est vraiment la phrase de récapitulation, si vous voulez, de toute la symbolicité antérieure. Alors que Céline, lui, est vraiment issu du charnier. Et il en parle. Il parle directement de cette révélation, de l'horreur, qui est tout simplement l'éclatement d'entrailles. Et ce qui est curieux, c'est pas du tout que les entrailles éclatent, ça s'est fait de tout temps, c'est que lui, il commence à se dire que personne n'est capable de voir ce qui se passe là. Et alors, c'est étrange parce que ça veut dire que donc ce diagnostic, qui est à la fois médical et métaphysique, si vous voulez, implique que l'humanité est donc dans une sorte de somnambulisme, puisque finalement l'horreur est sous ses yeux et elle ne le ressent pas. Salut à vous, brave soldat chrétienne. Salut, brave Piu-Piu, à quoi vous saluerez vous. Salut à vous, à votre geste magnifique. Comme on l'est de la volupté. Comment ai-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy?
Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Donc pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait. Comme le courant entre deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être. Et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Céline, le voyage au bout de la nuit. Philippe Solers, nous sommes arrivés à Clichy, au coin de la rue Henri Barbus et de la rue d'Alsace. Oui, oui. Et nous sommes devant le 36 de la rue d'Alsace, où Céline, ou plutôt Louis Destouches, est venu habiter à partir de 1928. Il n'y avait pas encore de Céline, le voyage au bout de la nuit n'était pas encore publié. C'est une maison en briques qui n'a pas beaucoup de caractère, un côté peut-être un peu petit bourgeois, avec une porte en arrondi qui fait un peu presbytère. C'est ça, la porte fait un peu couvent, oui, oui. Et c'est probablement un immeuble d'ailleurs qui devait être très récent à l'époque où il est venu l'habiter, c'est-à-dire qu'il doit dater de 1920. Ouais, c'est ça. Tout ça est sinistre, bien sûr, hein, c'est très laid. Mais, ah oui, comment... Ah pardon, comment trouvez-vous ça, madame? Vous êtes du quartier, madame? J'habite au premier étage, là. Ah, vous habitez au premier étage, au 36? Il y a combien d'années que vous êtes installé ici? Il y a 30 ans. 30 ans? 30 ans. Ah oui, mais enfin c'est assez récent parce que là nous évoquons une période qui se situe entre 1928 et 1931. Est-ce que vous saviez que le docteur Destouches avait habité Ah, mais bien sûr, je le sais. Oui. Bien sûr, il habitait mon appartement. Ah, il habitait votre appartement? Oui, bah voilà. Ça, c'est fantastique. Au premier étage. Je voyais que vous regardiez l'immeuble, alors j'ai dit certainement. Mais voilà. Vous avez lu Le Voyage au bout de la nuit, madame? Oui, je l'ai chez moi, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, il parle un peu du quartier. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je trouve que c'est très bien, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez rencontré Céline? Ah non. Ah non, 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 ben non. Il était parti. Non, non, moi je ne l'ai pas rencontré. Et même dans la période de l'après-guerre, entre 1951 et 1961, il n'est jamais revenu ici à Clichy? Non, non. Est-ce qu'il avait laissé une réputation comme médecin? Puisque vous savez que dans cet appartement, ça a été sa première installation comme médecin ici. J'en ai jamais beaucoup entendu parler. Nous allons rentrer un petit peu dans cet immeuble pour retrouver notamment l'atmosphère de la cour. Et j'ai chez moi, on m'a donné chez moi, une carte postale en noir et blanc de l'immeuble où il y a encore marqué médecin Destouches. Avec la plaque de Céline. Oui, et à ma chambre à coucher, marqué docteur, je crois. Je l'ai. Voilà. Il y a un petit corridor ici. Là derrière. Où était la loge de la concierge? Là. Ah, c'était là donc qu'est mort Weber. Weber, voilà. Mais moi que j'ai jamais connu. Il y avait alors une boucherie là à côté. C'était une boucherie. Maintenant c'est une coiffeuse, mais c'était une boucherie. Et la bouchère connaissait très bien Céline, mais tout le monde est décédé. Maintenant, voilà. Le quartier a beaucoup changé? Oui, oui, parce que, paraît-il, au garage, là, c'était des champs d'artichauts, paraît-il. Moi, je me souviens plus très bien, j'ai oublié un peu. Mais en tout cas, l'immeuble est le même. Ah, l'immeuble n'a pas changé. On va faire des blagues, pas vous les filles, c'est le moment de vous retirer. Attendez-nous là-bas dans le terrain vague, la notifière dans les pieds les garder. Et des maisons font tirer les sonnettes, tous les pipelets font la chasse au poulpeau. Mon pantalon, tout dépasse les liguettes, dans cette
chatouillés par des pectorillons. C'est la valse des coups de pied dans le cul, la valse populaire qui vous fait faire un saut dans l'inconnu et retouche ses airs. Tant qu'il y aura des souliers bien pointus, des gens en colère, on dansera sur cette terre bien connue, la valse des coups de pied dans le cul. Il est minuit tenant un réverbère, un guet poivreau hurle à tous les échos. Les arrière-cours, c'est les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne d'arrière-cour, et surtout pour l'entendre. Là viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels des 20 maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges en désespoir qui moisissaient en pépillant après le printemps qu'ils ne reverront jamais dans leur cage, auprès des cabinets qui sont tous groupés, les cabinets là, dans le fond d'ombre avec leurs portes toujours déglinguées et ballantes. Cent ivrognes mâles et femelles peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule, on se défie et des verres plein le nez. Papa manie la chaise, faut voir, avec une cognée, et maman le tison comme un sabre. Garrot faible alors, c'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui ne peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Dès le 3e verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. On rigole bien à le voir disparaître en piolant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. La discussion repart vindicative, impérieuse comme un délire. C'est l'épouse qui mène, lançant au mâle une série d'appels aigus à la lutte. Et après ça, c'est la mêlée. Les objets cassés se morcellent, la cour recueille le fracas. L'écho tourne autour de l'ombre. Les enfants dans l'horreur glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en gueulant. Nous pénétrons dans la cour que Céline voyait de ses fenêtres du premier étage. Et cette cour, évidemment, qui n'est pas très accueillante, hein, c'est une cour très étroite, tout en longueur, qui forme une sorte de couloir, tout en briques, avec aux fenêtres d'ailleurs le linge qui est asséché. C'est donc un cadre tout à fait populaire de ce petit peuple de Clichy, au milieu duquel il vivait. Un cadre populaire, un peu prisonnier. Et il faut bien dire que si on imagine Céline écrivant Le Voyage au bout de la nuit, dans ce cadre, c'est quand même assez extraordinaire, non? Parce qu'il s'agit quand même d'essayer de faire sauter tout ça et en même temps d'être fidèle à la misère de tout ça. Songez donc que, voilà, quelqu'un qui est un anarchiste et qui vit dans cette petite rue, dans ce cadre particulièrement populaire, petit bourgeois, très petit bourgeois, avec quand même une femme qui s'appelle donc Elisabeth Craig, qui est danseuse. Ça c'est le grand thème de la danseuse chez Céline, donc qui est marqué là, et qui est donc d'un exotisme extraordinaire. Donc cette vie est très bizarre, dans ce climat justement extrêmement régional, national, etc. Il vit d'une façon tout à fait déjà planétaire, on peut dire. Bon, évidemment, alors ce qu'il y a dans le voyage, c'est qu'on entend probablement beaucoup de choses lorsque les appartements sont aussi proches les uns des autres. Et là, il y a toutes les atrocités des descriptions du voyage. Il y a notamment cette atrocité épouvantable, vous vous rappelez sans doute. Des voisins du 3e. Oui, je ne sais pas si c'est ceux-là, mais enfin qui battent leur petite fille. C'est ça. N'est-ce pas? Et c'est l'homme. D'ailleurs, c'est une perversion sexuelle. C'est une perversion sexuelle parce que ils attachent la petite fille au barreau du lit. C'est cela. Pour la battre. Pour la battre. Et la petite fille, qui est en somme une sorte de sainte, essaye d'empêcher sa mère de crier trop fort en la battant. Il y a cette phrase, n'est-ce pas? Bats-moi si tu veux, maman, mais ne crie pas.
Et en fait, tout ça, c'est une excitation sexuelle. C'est une excitation parce qu'ils vont faire l'amour dans la cuisine Après contre ça, l'évier. ils ont un coït violent et spasmodique contre l'évier, sans quoi, si cette excitation de battre leur petite fille n'est pas là, évidemment, et ils n'arrivent pas à avoir leur spasme ensemble. Alors évidemment, tout ça est affreux. Et la notation de l'ignominie sexuelle et en même temps du déchet, parce que là, nous sommes dans les fientes de pigeons, c'est quand même très sale. Oui. Et ce qui veut faire sentir par ça de l'anecdote, et avec beaucoup d'autres, n'est-ce pas, c'est que les gens se présentent en effet dans la rue et partout avec des airs honorables, n'est-ce pas, mais que tout ça est plein de petites choses très mesquines, de calculs d'intérêt sordides et de coïts très difficiles à perpétrer, et d'une façon tout à fait épouvantable. Alors là encore, oreille du médecin, œil du médecin et compassion. Le passage Choiseul, à 10h du matin, Oui. il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est surtout Non. à midi qu'il y a du monde, au moment de l'heure du déjeuner. C'est entre midi et 2h, oui. C'est ça. Vous, monsieur, vous êtes marchand de chaussures chez Yvette, au Oui. milieu du passage. Effectivement, Il y a combien oui. d'années que vous êtes arrivé ici? Ça fait 33 ans. Alors, il est évidemment, c'est une sorte de rue étroite éclairée par une verrière. Il est Exact, très oui, clair. oui, il est très Et les clair, commerces, par oui. contre, ont des vitrines qui n'ont aucune unité. Non, c'est totalement différent, vous voyez. Par rapport aux commerces qui existaient justement en 1946 quand vous êtes arrivé, et ceux d'aujourd'hui, quelle a été l'évolution? Peut-être les vêtements ont repris le dessus, quoi. Plus de choses qui existaient avant, c'était la chaussure. La chaussure en grand, paraît-il, moi je ne sais pas, je n'ai pas connu, mais avant la guerre, c'était pratiquement que des marchands de chaussures. Il y avait des merceries. C'est Barlette qui a lancé ça. Il y avait également des merceries, marchands de dentelle. Oui, mercerie, effectivement, là où vous avez rétrographie, c'était une mercerie. Oui, ça... Est-ce que vous avez connu Madame Céline, ou plus exactement Madame Guillou, qui était donc la mère de Louis-Ferdinand Céline, oui, à l'époque où elle avait son magasin de dentelle non, ici? je ne l'ai pas connu du tout. Je n'ai pas vu ce magasin de dentelle, non. On sait que Céline a passé son enfance ici dans ce passage. On le sait, ça, oui. On sait qu'il était familier de l'endroit. Les épreuves m'ont cassé, j'avoue. Mais je reviens à ma mère. Je peux pas me faire à cette tristesse. Elle est enterrée Père-Lachaise, allée 14, division 20. Je voudrais bien laisser passer, juste le temps d'aller voir la dalle. Tout est survenu d'une façon... Elle n'a jamais su ce que j'étais devenu. Je lui porterai un pot de marguerite. C'était sa fleur, la marguerite. Marguerite, Louise, Céline, Guillot. Elle est morte de chagrin de moi et d'épuisement d'effort du cœur. Des palpitations, d'inquiétude. De tout ce qu'on disait. Pensaient les gens de l'avenue de Clichy, les bancs, l'opinion publique. Elle n'a jamais su ce que j'étais devenu. Nous l'avons vue partir un soir, elle a pris la rue du Rotin, et puis la descente vers la Marque. Et puis, ce fut tout pour toujours.
dormait plus depuis des mois. Elle a jamais beaucoup dormi. Maintenant, elle dort. Elle était comme moi, soucieuse, trop consciencieuse. Elle avait un petit rire en elle, pourtant. Moi, je l'ai énorme. La preuve dans ce fond de fosse. Tenez, je peux rire quand je veux. Je pense à vous, magique. Comment vous allez tortiller, gigoter quand jouera la flûte, le petit air d'en haut que vous connaissez pas encore. Le rire, c'est en soi où il n'y a rien. Je l'ai vu rire, moi. Sur des dentelles, sur les malines, les bruges, des finesses araignées, des petits nœuds, des raccords, ma mère, sur fil, qu'elle se crevait les yeux. Ça devenait des dessus de lit immenses, de ces paradis à coquettes, de ces gracieusetés de dessin, de ces filigranes de joliesse, que personne maintenant comprend plus. C'est en aller avec l'époque. C'était trop léger, la belle. C'était des musiques sans notes, sans bruit. Pour l'ouvrière, c'était ses yeux. Ma mère, c'est ainsi. Philippe Solers, c'est surtout dans Mort à crédit que Louis-Ferdinand Céline parle de son enfance et recrée un petit peu les conditions dans lesquelles il a passé cette enfance. Est-ce que c'était vraiment la misère qu'il a connue là? Je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler la misère, la grande misère, celle vraiment où l'absence de ressources est totale, mais je crois que ce qui frappe le plus Céline, et ce à quoi il est le plus sensible tout le temps, c'est l'étroitesse, c'est le petit cadre, c'est la chose trop petite, la restreinte, l'économie, la résignation. La misère, c'est pas tellement la misère matérielle, c'est le fait que les gens qui sont pris dans cette petite boutiquerie de l'existence sont parasités par des croyances et ne se rendent compte de rien. Vivent somnambuliquement, en croyant aux mots. C'est ça la grande chose. C'est extrêmement curieux, n'est-ce pas? Il voit sa mère comme quelqu'un qui pense que finalement l'existence est une sorte de punition. C'était une intouchable, ma mère, voilà. C'était une intouchable. Ah oui, c'est une très belle expression. C'est la caste la plus basse, c'est celle qui croit que le monde est justifié d'exister, que c'est comme ça depuis toujours, qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer. Sa mère est quelqu'un qui, d'ailleurs comme tous les gens de cette caste finalement d'intouchables, résignés, qui délirent de temps en temps chez les hommes et qui pleurnichent chez les femmes. Oui, elle pleurniche beaucoup. Elle pleurniche beaucoup parce qu'elle est aussi en face d'un homme pour lequel il semble avoir du mépris, qui est un homme braillard et qui décrit extrêmement durement. Il y a une page de Mort à crédit. Les deux sont décrits de façon très 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 dure, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose là du défi de Céline par rapport à cette étroitesse de sa naissance et de ses parents. C'est qu'il relève le défi, en quelque sorte. Premièrement, il prend un des prénoms de sa mère comme nom d'écrivain, ce qui est un acte extrêmement formidable. Ça consiste à prendre un prénom de femme comme nom d'écriture. Céline, quand nous disons Céline, c'est tout simplement un prénom de femme. Donc il relève ce défi. Ça ne peut pas être aussi étroit, ça ne peut pas être aussi bête, ça ne peut pas être aussi routinier. Et à ce moment-là, il y a un geste très touchant qui consiste à resublimer tout ça et à prendre sa mère quand même sur lui, à la sauver en quelque sorte, et à la prendre dans ce qu'elle a quand même de beau, de fin, c'est-à-dire la dentelle. Et donc, de se mettre à cette place-là et de transformer cette minable petite tentative de beauté de sa mère faisant sa petite dentelle de rien du tout en œuvre littéraire immense. Alors le défi relevé du côté de son père, c'est autre chose parce que son père délire beaucoup, comme vous savez dans Mort à crédit. C'est quelqu'un qui se plaint toujours du fait d'être barré, d'être bloqué dans la vie, qu'on lui en veut, etc. Il voit des complots partout. Alors ça c'est le mauvais côté de Céline. Quand il voudra reprendre son père, eh bien justement il fera de l'idéologie. Il aura des thèses sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors ça c'est je crois le mauvais côté. Donc sa mère lui donne le côté formel, si vous voulez, son père lui donne la rumination idéologique. Voilà. C'était un gros blond, mon père. Furieux pour des riens, avec un nez comme un bébé tout rond, au-dessus de moustaches énormes. Il roulait des yeux féroces quand la colère lui montait. Il se souvenait que des contrariétés.
Il en avait eu des centaines. Au bureau des assurances, il gagnait 110 francs par mois. En fait, d'aller dans la marine, il avait tiré au sort 7 années dans l'artillerie. Il aurait voulu être fort, confortable et respecté. Au bureau de la coccinelle, il le traitait comme de la panne. L'amour-propre le torturait, et puis la monotonie. Il n'avait pour lui qu'un bachot, ses moustaches et ses scrupules. Avec ma naissance en plus, on s'enfonçait dans la mistoufle. On n'avait toujours pas bouffé. Ma mère trifouillait les casseroles. Elle était déjà en jupon à cause des taches de la tambouille. Elle pleurait qu'il n'appréciait pas son Auguste, ses bonnes intentions, les difficultés du commerce. Il ruminait, lui, son malheur sur un coin de la toile cirée. De temps en temps, il faisait mine qu'il se contenait plus. Elle essayait de le rassurer toujours, et quand même. Mais c'est au moment précis qu'elle tirait sur la suspension, le beau globe jaune à crémaillère, qu'il entrait franchement en furie. « Clémence, voyons, nom de Dieu! Tu vas nous foutre un incendie! C'est bien dit de la prendre à deux mains !» Il poussait des affreuses clameurs. Il s'en serait fait péter la langue tellement qu'il était indigné. Dans la grande transe, il se poussait au carmin. Il se gonflait de partout, ses yeux roulaient comme d'un dragon. C'était atroce à regarder. On avait peur, ma mère et moi. Et puis il cassait une assiette. Et puis on allait se coucher. Céline, enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un garçon de course. Hein, c'est quelqu'un qui fait comme ça, dans Paris, des circuits pour porter la marchandise, qui est accusé faussement à un moment donné d'avoir volé quelque chose, qui rentre chez lui, qui entend son père crier, et sa mère pleurnicher, et puis son père crie, et puis sa mère pleurniche, et puis il repart, c'est un petit garçon de course, il se faufile à travers les voitures. C'est inouï de penser qu'il va devenir cette espèce de géant errant en partant d'une situation aussi dramatique. Et en partant d'une révolte contre cette société, à partir de son expérience de l'échec, je crois, tout le thème de Morakadi. Je crois, il y a quelque chose qui est très frappant chez Céline, c'est vraiment l'irréversibilité de son rejet de l'intégration sociale. Il y a là quelque chose qui est mystérieux parce que vraiment c'est brûlant, c'est sans arrangement possible. Hein, c'est ça qui va d'ailleurs le conduire à frôler tout le temps le fascisme. Enfin, en effet, on comprend très bien que le fascisme puisse naître dans ces régions-là. Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte cargo, peu m'importe, au malfraté crasse que le vent emporte, feuille morte, souci. René Ronde-Villefausse, vous êtes un historien, vous avez été conservateur du Petit Palais, mais vous pouvez nous apporter également un témoignage qui aujourd'hui est certainement assez exceptionnel, puisque vous avez connu Céline, et vous l'avez connue même à partir de 1936, c'est-à-dire relativement peu de temps après la publication de son premier livre, en 1932, Le voyage au bout de la nuit. Un jour, Lucien Descaves est venu et m'a demandé de m'intéresser à un peintre Kiki, Henri Mahé, qu'on appelait Kiki. J'ai fait ce que je pouvais et pour me remercier probablement, il m'a invité, ma femme et moi, à venir prendre un Porto, car on ne buvait pas tant de whisky à l'époque, on buvait du Porto, à bord d'un petit bateau tout petit qui était amarré devant l'Institut de France au quai Conti et qui s'appelait l'Ennes-Glace, nom bien breton comme Mahé d'ailleurs. Mahé de la Bourdonnais était breton de Saint-Malo aussi. Et Mahé nous a reçus simplement avec un quart d'aluminium dans lequel on versait le Porto. Il y avait un personnage plus grand que nous deux qui ne disait rien. Ça m'a étonné, mais il n'y a pas eu de présentation. On a échangé quelques propos et ce n'est qu'au bout de 10 minutes, en se sentant peut-être un peu en confiance ou avec un nouveau copain ou quelqu'un qui ne le contredirait pas,
que notre ami Céline, j'ai compris que c'était lui, quoiqu'il n'ait jamais dit son nom, nous a fait un monologue extraordinaire, une espèce de prophétie, c'était peut-être en février ou mars 1936, et il revenait de Russie, il avait été invité justement après la traduction du Voyage au bout de la nuit par Aragon, et il avait été extrêmement surpris par la sévérité du régime qu'il nous croyait plus populaire qu'il n'était en fait, car la police, c'est toujours la bête noire de Céline dans Le Voyage et dans la plupart de ses livres. Le GPU, où on disait à l'époque, avait rempli les prisons et on commençait à parler des purges que le régime stalinien infligeait à certains anciens fonctionnaires de Lénine et du début des soviets. Il écrira d'ailleurs son retour du RSS, mea culpa, pour rompre avec les communistes qui avaient senti Céline extrêmement proche d'eux à partir de la publication du Voyage en 1932. Et c'est ensuite avec Bagatelle qu'il va faire de la révolution communiste l'un des éléments du complot juif mondial. Il est évident qu'il revenait de Russie, lui anarchiste, avec une idée tout à fait différente de celle qu'il s'était faite, ne comprenant pas la discipline ni l'ordre du Parti communiste. Évidemment, lui qui était surtout pacifique et qui avait horreur de la guerre, Le Voyage en est une preuve. Ce qui est très curieux dans ce que vous nous avez raconté par ailleurs, c'est qu'en somme, il voyait donc le déferlement soviétique, en somme, sur l'Europe. Exactement, et il a dit, je l'ai entendu me dire, les Chinois seront à Cherbourg, parce qu'il pensait que la Chine, elle était entraînée par l'URSS. C'est les fameux Chinois à Cognac aussi à la fin de Rigaudon, mais il y a aussi le fait très intéressant qu'il voit donc, en somme, comme possibilité de se réfugier, le Canada et les curés au Canada. Alors, ça c'est très curieux. Il m'a dit sur ce bateau, et il m'a dit, il n'y a qu'un seul pays qui tiendra le coup peut-être encore un siècle ou deux, c'est pas marrant, c'est le Canada. C'est un pays où les curés sont rois, mais je m'en fous, je veux garder mes couilles et je ferai des catéchismes. Katinka la putain, celle qui n'aime le matin, à l'aube-brise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. You profondis, yop tédium, à la grand-vergue le petit homme, chacun gouelant dans sa monture, à nous coulant à ma figure. Quand Katinka sera bossue, nous irons voir aux citadelles, à force de prêter son cul, la cloche 3 fois gros comme elle. You profondis, yo tédéum, à la grand-vergue, le petit homme, chacun gouelant dans sa monture. Philippe Solers, après nous être rendus à Clichy pour nous rendre compte un petit peu quel était le type de maison habitée par Céline au début de son installation, nous voici à Montmartre à présent, au haut du 3e étage du 98 rue Le Pic, où il a emménagé à partir de 1931, donc après avoir quitté Clichy. On est là dans un quartier évidemment bien différent de Paris. Ben oui, là on respire un petit peu. Hein. Vous voyez comme on est sur la hauteur, on a des feuillages là, en train de se balancer devant nous. On imagine qu'on pourrait voir... oui, voilà, on voit Paris en se penchant là sur la gauche. Il y a un moulin en face. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la couleur locale, mais en même temps c'est très beau. C'est très beau et frais comme impression. Ça me fait penser que tout ce quartier de Montmartre va être très important pour Céline, dans la mesure où il va en faire un lieu d'observatoire,
pour une chose extraordinaire qui fait son irruption dans la littérature mondiale, je crois, c'est la description de la guerre, et notamment de la guerre aérienne, et notamment des bombardements. Alors ça, il va écrire ça au moment de la guerre, justement, et surtout dans Normance, qui est féerie pour une autre fois 2, où on a presque tout le livre est un livre sur les bombardements. Et c'est là que commence à intervenir chez Céline l'onomatopée, c'est-à-dire la scansion du bruit. C'est-à-dire le brum, 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 qui vient scander comme ébranlant la ponctuation, comme une bombe, tout son langage. Et ça, je crois que c'est à partir de là que vraiment le bruit, en tant que tel, fait irruption dans la littérature. Le bruit, le son. Comme Céline vit ici entre 1931 et 1938, c'est donc d'abord l'époque de la publication du Voyage, c'est aussi l'époque où il écrit Mort à crédit, et puis le premier pamphlet, Bagatelle pour un massacre. Alors c'est le moment où en effet il s'énerve. Un psychanalyste pourrait dire par exemple que je crois que Mort à crédit c'est un livre de divan, comme on dit, c'est-à-dire vraiment c'est le règlement de compte avec sa famille. Alors après il y a cette espèce évidemment de passage au délire centré, qui est politico-idéologique. Le grand épisode des pamphlets, c'est-à-dire le retour du RSS avec Mea culpa, et puis tout de suite le saut dans Bagatelle pour un massacre, c'est-à-dire alors le fait que par ignorance, je crois, c'est Pound qui disait que l'antisémitisme que lui-même avait eu comme virus était le symptôme de l'ignorance banlieusarde, que c'était vraiment l'obscurantisme de la banlieue. Eh bien, je crois que il est saisi là, lui qui s'est toujours voulu après, comprenant d'ailleurs l'erreur probablement qu'il avait faite, l'erreur esthétique aussi, un homme non pas à idée, non pas à message, mais à style. Eh bien là, il a eu une idée fixe qu'il a passé son temps à répéter, c'est-à-dire toute l'histoire s'organise autour de la domination, du complot juif mondial, etc. Et donc ça donne ces phrases répétitives et haletantes qui dénoncent dans l'idée fixe ce autour de quoi tournerait toute l'histoire mondiale. Les Juifs intelligents, quoi? Que je m'insurge. Ils sont racistes, ils ont tout l'or. Ils ont saisi tous les leviers, ils se cramponnent à toutes les commandes. C'est ça leur intelligence? Mais il n'y a pas de quoi reluire. Ils se filent admirablement le train, ils éliminent, dégoûtent, pourchassent, traquent tout ce qui peut rivaliser, leur porter le plus petit ombrage. C'est leur croisade contre nous, la croisade à mort, c'est ça leur intelligence. Tous les boulots intéressants, ils se les mettent en fouille, accaparent, ils en expulsent sec ou au petit feu tout ce qui n'est pas proprement juif, salement juif, enjuivé, preuille ou pas, enculé de juif. C'est la grande technique du coucou. Pour parler du maximum, pour bien illustrer les choses, si Einstein n'était pas outre, si Bergson n'était pas coupé, si Proust n'était que breton, si Freud n'avait pas la marque, on n'en parlerait pas beaucoup, ni des uns ni des autres. Ce ne serait pas du tout ces génies qui font lever le soleil. Je peux te le garantir bougrement. Le moindre petit pet de juif, ça s'appelle un boom. De nos jours, une révélation admirable, mon ami, instantanément, par l'effet automatique de l'armature juive du monde. Des millions de gros lots qui s'ébranlent. On la monte, cette pauvre veste en miracle, et au galop. Pour qu'on refoule tout ça. Je suis au contraire pour qu'on lise Bagatelle pour un massacre et pour qu'on voit ce qui se passe dans toutes les têtes, mais sous une forme atténuée. Quand les gens vous regardent avec un bon sourire et vous font une petite allusion de biais sur les juifs, sur ceci, sur cela, c'est beaucoup plus dangereux à mon avis que quelqu'un qui trépigne et qui éructe, n'est-ce pas, et qui bave et qui dit ce qu'il y a dans les têtes, n'est-ce pas. Les criminels sont plutôt des gens froids qui ont des petites allusions en coin, n'est-ce pas, mais qui peuvent tuer sans problème. Je suis sûr que Céline n'aurait pas mis la main à la pâte, n'est-ce pas, mais enfin sa pâte, malheureusement, au niveau de ce qui s'écrivait, a pu contribuer à servir une perversion considérable de gens qui probablement n'avaient rien à voir avec lui. Mais enfin, c'est un fait que quand même, il est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire avec une thèse importée du dehors, qu'il a prise à un moment donné comme centre de la pensée universelle. C'est la thèse nazie, il n'y a pas de doute. Céline n'est pas sortie d'une sorte de religion inconsciente, qui est une religion païenne, en fait, qui est celle des formes idéalisées, la cuisse de la danseuse, pour ce qui est des femmes, mais aussi d'une sorte de pensée qu'il pourrait y avoir une bonne nature, et qu'elle est polluée, qu'elle est sans cesse attaquée, dénaturée, détournée par des gens qui en veulent, en quelque sorte, à ce bon fond, éventuellement naturel, n'est-ce pas ? Il y a ça chez lui, et c'est tout à fait la religion païenne, on le voit très bien, lorsqu'il se met à écrire positivement.
Quand Céline écrit positivement, j'entends par là quand il veut faire des spectacles de ballet, quand il veut donner libre cours à son imagination en dehors de cette critique impitoyable qu'il fait de la société ou du tableau de la destruction universelle, il se met à faire des choses que je dirais insignifiantes. Les ballets sont des petits drames mythologiques où vous voyez Jupiter, Vénus et autres représentations gazeuses et inutiles se balader sur la scène, et vraiment c'est pas très intéressant. Donc quand il veut être poétique et chanter sa religion naturelle, c'est très mauvais. Et pourtant, il devait y tenir, puisqu'il publie les arguments, justement, dans Bagatelle pour un Alors, massacre. justement, Bagatelle commence par le fait qu'il n'en peut plus de cette blessure narcissique qui est le refus par l'opéra, je crois que c'est comme ça que le livre est construit, de l'argument de son ballet et de sa production poétique. Céline est quelqu'un qui, lorsqu'il veut être poétique, verse presque tout de suite dans l'eau de rose. C'est vrai aussi, par exemple, dans Le Pont de Londres, si vous prenez son aventure avec la petite Virginie, où il y a des passages merveilleux d'ailleurs, mais là, c'est toujours l'idéalisation, n'est-ce pas, les fleurs bleues, les rossignols. Enfin, il y a quelque chose comme une sorte de poésie extrêmement de pacotille, de mauvais goût, je ne crains pas de le dire, et qui fait qu'on voit qu'il n'a pas accès à la partie positive de son langage, autrement que dans cette très très forte pulsion de négation. Alors là où il devient tout à coup sublime, où les images poétiques, du moment qu'elles sont négatives, deviennent admirables. Lettre à Robert de Noël, août 1932. Mon vieux, de grâce, surtout n'ajoutez pas une syllabe au texte sans me prévenir. Vous foutriez le rythme par terre comme rien. Moi seul peux le retrouver où il est. J'ai l'air baveux, mais je sais à merveille ce que je veux. Pas une syllabe. Faites attention à la couverture aussi. Pas de musicalisme. Pas de sentimentalisme typographique, du classique. Considérez que vous en êtes, vous autres, à la période romantique de cet ours. Moi, je l'ai digéré et je suis prêt à le vomir. Vous ne pouvez pas encore le voir, vous, donc, sous l'angle du goût. Il faut en être bien rassasié pour cela. C'est mon cas. Une couverture assez lourde et discrète, c'est mon avis. Bistre et noir, ou gris et gris peut-être, et des lettres égales. Un peu épaisse. C'est tout. C'est suffisant comme impressionnisme. À bientôt. Bien cordialement. Louis Détouche. Dominique Rollin, vous avez publié votre premier roman, Les Marais, en 1942, chez Robert de Noël, et vous avez été lié avec Robert de Noël de 1942 à sa mort, dans des conditions d'ailleurs assez tragiques en 1945. Mort d'ailleurs que l'on voit apparaître dans les livres de l'après-guerre de Céline. Quelle place occupait Céline dans cette petite maison d'édition, malgré tout, entre la période de la publication du Voyage, novembre 1932, et la période où vous êtes entré vous-même aux éditions de Noël 10 ans plus tard? Oui, mais Robert de Noël appartenait à une race d'éditeurs qui, je crois, a tendance plutôt à disparaître aujourd'hui. Il avait une sorte de flair extraordinaire. C'était lui qui a publié les premiers textes d'Artaud, Nathalie Sarraute, et le grand coup, ça a été évidemment Céline. Alors il avait pour Céline une admiration, et je sentais dans ses propos une affection, une tendresse énorme. Il m'avait raconté qu'un beau jour avait échoué sur son bureau un paquet incroyable avec un papier d'emballage complètement démoli, contenant, sans un mot d'introduction, le manuscrit du Voyage au bout de la nuit. Qui était arrivé probablement dans d'autres maisons d'édition auparavant. Qui avait été refusé dans toutes les maisons d'édition importantes, y compris Gallimard, ce qui tout de même montre que le temps a de l'humour. Il n'y a pas eu que Proust de refuser par Gallimard. Oui, c'est tout de même assez extraordinaire. Quelle était la personnalité de Robert de Noël? De Noël était un être extraordinairement sensible, je ne pourrais pas dire poétique, mais il était rêveur. Je crois qu'il avait laissé le souvenir de quelqu'un de rêveur, pariant le tout sur le tout. Il était d'un enthousiasme étonnant, et alors il est mort, il avait 43 ans, de sorte qu'il était d'une jeunesse inouïe, et il donnait l'impression au contraire d'une grande maturité, d'un grand équilibre. C'était une sorte d'athlète qui aurait dû vivre jusqu'à 80 ans s'il n'avait pas été abattu. C'est ça, il était très nettement le cadet des éditeurs un peu de la même période, des grands éditeurs de la même période, c'est-à-dire Gaston Gallimard et Bernard Grasset. Ah oui, il avait commencé vers les années 30, donc il avait à ce moment-là, il avait à peine 30 ans.
Robert de Noël vous a fait rencontrer Céline? Non, alors il voulait le faire. Chaque fois que je voyais Robert de Noël, c'était rare puisque c'était la pleine guerre. Il était difficile pour moi, vivant à Bruxelles, de venir à Paris, ou lui de venir à Bruxelles. Il fallait un laissez-passer délivré par les Allemands. Et le voyage durait 10 à 12 heures en train, avec des arrêts en pleine campagne. Enfin, c'était... Et alors, chaque fois, il me disait, je voudrais vous faire rencontrer Céline, qui est un être éblouissant. Quand on est en face de Céline, quand il y a un groupe de gens autour de lui, le mieux qu'on ait à faire, c'est se taire et l'écouter. Parce que il parlait comme il écrit. Il a réussi à faire passer dans sa littérature cette chose extraordinairement rare. C'est à la fois du parler qui serait écrit. Il y a une frappe d'écriture, il y a une sorte de sceau d'écriture étonnamment gravé, et en même temps, il y a la fluidité du discours. C'est rarissime. Le point faible et terrible de Céline, c'est d'avoir, je me rappelle très très bien la parution des Beaux Draps, par exemple, qui devait être en 41, 42. Son antisémitisme était une chose épouvantable à l'époque, et vraiment intolérable. Est-ce que Robert de Noël était d'une certaine façon un petit peu gêné par un antisémitisme aussi outrancier? Oui, je crois. Notamment pendant la période de la guerre. D'après mes souvenirs, Robert de Noël n'était pas du tout antisémite. Il reconnaissait le génie extraordinaire de Céline et il l'admettait en bloc, n'est-ce pas, sans pouvoir raisonner. D'ailleurs, la passion antisémite de Céline faisait partie de ses autres passions. Alors, il n'a jamais envisagé de refuser la publication des pamphlets? Non, certainement pas. Du 98 rue Le Pic au 4 Girardon, il y a vraiment même pas 100 mètres qui séparent les deux domiciles de Céline à la fin de ces années 30. Et c'est pas tout à fait au moment où il quitte la rue Le Pic en 38 qu'il va venir s'installer ici. Ce n'est seulement qu'en octobre 40 qu'il viendra prendre un appartement au 5e ou 6e étage. Entre-temps, il est revenu chez sa mère. Et il va revenir chez sa mère, oui, en 40, avant de venir s'installer ici. Et c'est tout de même dans cet immeuble du 4 Girardon, qui est un immeuble qui doit dater à peu près de 1920 probablement. C'est un immeuble de moitié pierre de taille jusqu'au premier étage et ensuite de briques qui évidemment n'a pas un grand intérêt architectural. C'est dans cet immeuble qu'il a vécu à Paris en 44 jusqu'au moment où il va partir pour l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui raconte cela notamment dans le premier cahier de Lerne, qui est venu le voir certainement au début de son occupation de cet appartement, puisque c'est en automne 40, c'est Lucien Rebattet, qu'il avait peu rencontré auparavant et qui venait chercher Céline pour essayer de le faire travailler à différentes publications de la collaboration. Et il le trouve dans cet appartement en train de travailler dans une pièce qui tranche tout à fait sur le confort bourgeois, petit bourgeois, un petit peu à la fois de cet immeuble, et également de l'appartement. Tous les meubles sont en rustique breton, extrêmement bien cirés, entretenus. Et par contre, où il est dans une pièce où tout est tout à fait négligé, dans le désordre que l'on imagine, au milieu des papiers. Et au fur et à mesure qu'il écrit, et il noircit un grand nombre de feuillets, dont il retranche beaucoup de choses ensuite, il les groupe avec une pince à linge, et il les jette dans une corbeille de façon après ça à les retrouver un petit peu par chapitre ou par passage. Et Lucien Rebattet est le premier à constater un petit peu la méthode de travail de Céline qui restait très secret sur ses procédés de fabrication.
Il y a une chose dont on ne se rend peut-être pas compte souvent, c'est que Céline n'arrêtait pas d'écrire. Pendant toute cette période où on a l'impression qu'il s'engage ou qu'il va virevolter comme ça dans le délire idéologique, en fait il travaille tout le temps, il écrit tout le temps, et lui-même se plaint qu'on lui a volé des manuscrits, est-ce vrai, est-ce faux, qu'on lui a volé une œuvre entière, presque à la limite. Bon, c'est probablement très exagéré, ça rentre dans une stratégie de mythomanie très calculée qu'il faut évoquer chez lui, enfin parce que c'est une paranoïa certes, mais c'est une paranoïa extrêmement stricte sur le plan de la mise en scène de la mythologie, touchant son propre personnage, c'est-à-dire... Un peu comparable à celle de Rousseau ? Oh, je crois un peu comparable à celle de tous les écrivains, quels qu'ils soient. Je crois que ça, c'est vraiment... on ne peut pas être écrivain sans cette dimension à la fois de persécution et de mise en scène d'une sorte de mythologie personnelle. Ça, je crois que c'est absolument inévitable. Absolument inévitable. Donc là, on l'a. Alors, à quel point chez Céline ? Et je crois qu'il passe son temps, en effet, à écrire et à travailler, c'est-à-dire ces livres qu'on va retrouver par la suite, Guignol's Band, Ferry pour une autre fois, Le Pont de Londres, très étonnant livre, Le Pont de Londres. Je crois que c'est au cours de cette période-là qui doit travailler autour de ça, c'est-à-dire cette transformation de la forme auquel il se livre à ce moment-là. Ça, c'est, je crois, une chose importante à dire. Et puis, s'agissant alors des milieux de l'occupation, qu'est-ce qu'on peut dire très, très brièvement ? Je crois que Céline n'a pas vécu ça comme l'installation d'une prise de pouvoir pour lui. Il a vécu ça sur son mode à lui, c'est-à-dire qu'il fallait pousser les choses à la limite, être extrémiste parmi les extrémistes, être monstrueux parmi les monstrueux, et presque à la limite faire tourner la chose tellement c'est gros, n'est-ce pas, à une sorte de dérision. Enfin, il y a des lettres de Céline ou des articles même qui sont extrêmement impressionnants. Il réclame le partage de la France en deux. Bon, il y a des tas de projets tout à fait délirants, inapplicables, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on demandait aux intellectuels, comme toujours ? De collaborer. Les intellectuels doivent collaborer. Alors, qu'est-ce que c'est que les intellectuels collaborateurs, quels qu'ils soient, sous quelque régime que ce soit ? C'est des intellectuels qui mettent un petit peu dans leur placard leurs petites préoccupations personnelles ou esthétiques et qui commencent à devenir raisonnables. Céline, évidemment, ne devient pas raisonnable, en remet et se rend immédiatement suspect un peu aux yeux de tout le monde. Il ne fait pas un collaborateur acceptable et il ne fait pas un intellectuel non plus acceptable. Je crois que Céline, comme tous les grands écrivains, n'est pas un intellectuel. Il n'a pas d'idéologie, comme on dirait, en termes modernes. Il y a un refus d'être un intellectuel et il y a une comme chez tous les grands écrivains. D'une virulence extraordinaire dans Bagatelle contre les critiques. Les critiques sont des cons. Tous des sales cons, des juifs, tous des ratés, des suçons, des outres. Ils ont chacun tué sous eux au moins 15 ouvrages. Ils se vengent, ils crèvent, ils dépitent, pustulents. Ah, si j'étais Camelot du Roi, ventriloque, stalinien, célinomane, rabineux, comme ils me trouveraient aimable. Si je rinçais tout simplement table, Saint-Gouvert. Les critiques se sont toujours inévitablement gourés. Leur élément, c'est l'erreur. Ils n'ont jamais fait autre chose dans le cours des temps historiques, se gourer. Par connerie, par jalousie. Les deux seuls plateaux de ces juges. La critique est un condé fameux des Juifs. La grande vengeance des impuissants mégalomanes de tous les âges de décadence. Ils cadavérisent. La tyrannie sans risque, sans peine. Ce sont les ratés les plus rances qui décrètent le goût du jour. Tout ça est vrai, pour une raison qu'il faudrait dire, mais que Céline n'explique pas vraiment. Il va en prendre conscience de plus en plus. À savoir qu'au fond, tout le monde se fout de la littérature, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les critiques littéraires, et ceux qui font semblant d'être littéraires, et les journaux littéraires, et les pages littéraires, tout ça n'a rien à voir avec la création littéraire, bien entendu. Bon. Alors là, lui, il croit que c'est parce qu'il y a un complot. Or, moi, je crois que c'est pas du tout parce qu'il y a un complot. C'est beaucoup plus grave que ça, s'il y avait un complot encore. C'est beaucoup plus grave que ça. Je crois que c'est une machine. La machine critique, la machine de commentaires, la machine qui fait semblant de parler de la littérature est une machine qui marche toute seule. Le pouvoir politique, le pouvoir et la politique, voilà les choses qui intéressent les gens. Donc, la critique littéraire est un des petits secteurs simplement de la répartition des places du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'il a contribué à démystifier avec beaucoup de force ? Je crois, d'une certaine façon, la cohésion nationale, le mythe du héros, l'apologie de toute adhésion à la guerre, la vertu du travail, les femmes.
C'est-à-dire, d'une certaine façon, la demande hystérique qui peut passer éventuellement par les femmes sans qu'elles en soient conscientes, que tout ça est un sens, que l'humanité est un sens, et qu'il faut absolument que ça se reproduise pour faire sens, puisque ça a un sens. Là, je crois qu'il est d'une démystification considérable, shakespearienne, si vous voulez, parce qu'au fond, un écrivain, que ce soit Shakespeare, Dostoïevski ou Céline ou d'autres, ne dit qu'une seule chose. Mais vraiment qu'une seule chose, à savoir que l'espèce n'a aucune raison particulière d'exister, qu'elle est là de façon très provisoire et très problématique, et qu'au fond, elle pourrait disparaître sans que ça soit une catastrophe. Catherine que la putain, celle qui n'aime le matin, elle overrise, crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. You profondis, yop tédium, à la grand-vergue le petit homme, chacun gouelant dans sa monture, à nous coulant, à ma figure. Un homme, une ville, Céline à Paris, avec Philippe Solers, par Jean Montalbetti. À force de prêter son cul, la cloche 3 fois gros comme elle. Cette première émission avait pour thème Ferdinand, le démystificateur, avec la participation de René Héron-de-Villefausse. Les textes du Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit, de Bagatelle pour un massacre, de Féerie pour une autre fois, étaient dits par Michel Witold. Nous avons également entendu Céline chanter le règlement et Au nœud coulant. Pour faire lever tous les putains, grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles. Il est sous le mec, alors ça n'a aucune importance, il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, je vous embête plus. Prise de son extérieure Daniel Burguez, mixage Michel Ristich et Geneviève Nguyen, réalisation Christine Bernard-Sugy. Cette émission a été diffusée la première fois le 4 juillet 1980 sur France Culture. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I want you? Well, the more I see you, as years go by, I know that the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Can you imagine how much I want you? Well, the more I see you, as years go by, I know that the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try.
pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.